dans le son, il y a un jet, il y a une saillie, et en même temps, il y a une enveloppe. Tu vois, il y a toujours un côté masculin et un côté plus féminin. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Ce qui fait que, après, il va y avoir le bon tonus. Et en fait, c'est pas une voix détendue qu'on recherche. C'est une voix avec la tension juste. Benjamin, suite à ces 3 jours de formation en souffle-voix, j'avais envie de t'entendre, suite à mon expérience pendant ces 3 jours en souffle-voix, j'avais envie de t'entendre au sujet de ce processus qui traverse en fait divers champs en fait de force, de tension, et qui finalement m'a en tout cas moi amené en fait à faire l'expérience au bout de ces 3 jours d'une forte sensation d'unification en fait. Après avoir voyagé entre ce jeu entre tension et détente, entre grave et aigu, entre intérieur et extérieur, voilà. Et avec ce point de départ qui est la verticalité, donc cette polarité entre haut et bas, en fait d'arriver à un état d'unification qui en fait embrasse et est beaucoup plus vaste en fait que ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de tout ce jeu en ces différentes polarités en fait qu'on va dire, de ces contraires, ces forces contraires qu'on traverse pour arriver à une sorte d'état beaucoup plus unifié. Oui, alors effectivement, il y a toujours 2 polarités qu'on essaie d'harmoniser dans le travail souffle-voix. Cela dit, c'est important de mentionner que ça arrive plutôt dans un second temps. C'est-à-dire que ce travail d'unité, d'harmonisation de 2 énergies contradictoires, c'est vrai que c'est la recherche de l'harmonie, d'un équilibre. Par exemple, il y a dans cette voix, dans une voix bien placée, en même temps, il y a une sensation d'intériorité, c'est-à-dire la voix est à l'intérieur du corps pour qu'elle puisse sonner dans le corps, et le complémentaire de ça, c'est qu'elle doit être aussi projetée. Donc, a priori, c'est 2 énergies contradictoires. Voilà. Et ça, en fait, on peut trouver un équilibre, et il y a plusieurs polarités comme ça qu'on pourrait nommer. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a toujours un premier temps. Parce que si on commençait par ce temps d'harmonisation, on risquerait de faire de la fabrique. Ça résulterait du contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait tout de suite une finalité esthétique. C'est un peu ce qui se passe dans beaucoup de cours de chant, où on recherche tout de suite quelque chose de bien fait et d'harmonieux. Voilà. Simplement, ça c'est du contrôle, selon nous, en souffle-voix, c'est une espèce de fabrication, et il y a un premier temps qui est absolument nécessaire, c'est que d'abord il faut ouvrir l'énergie. La plupart des gens, en fait, ils n'ont pas accès à leur bassin, et en fait, quand ils chantent, c'est pas l'animal qui chante en eux, c'est une partie de leur corps. Et c'est juste des fréquences limitées par rapport à ce qu'ils sont capables d'émettre. Donc, il y a vraiment ce temps primordial qui est de les mettre en contact avec leur énergie vivante. Donc, ça implique quelque part de réveiller l'animal qui est en eux, de le bousculer. Et puis là, il va y avoir un chaudron qui va se mettre en route dans le bassin, dans le ventre. L'énergie va arriver, et puis, dans un premier temps, ça va être un peu chaotique, c'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens, ça va s'entendre dans la voix, où il va y avoir beaucoup de disharmonie, il va y avoir parfois des fêlures dans le son, des sons discordants, des sons très tendus, mais pour nous, c'est un moment important parce que, en fait, ça permet de redonner de l'élan. Voilà. Pour un praticien souffle et voix, c'est important de ne pas brimer cet élan, ok ? Parce que en fait, cet élan, la plupart du temps, il est brimé,
Et si on commence à faire de l'harmonie avec ça, en fait, il n'y a pas de profondeur là-dedans. Donc ça, c'est vraiment ce premier temps. S'il n'y a pas ce premier temps, on ouvre l'énergie, ce second temps ne sera pas authentique. Voilà, donc ça, c'est essentiel. Et donc, ce qui va se passer dans le deuxième temps de l'harmonisation, c'est que cette énergie, on va essayer de la guider, de la maîtriser pour obtenir cette fameuse harmonie entre ces deux polarités. Sauf que cette énergie qui afflue, c'est compliqué de la maîtriser. Donc, forcément, c'est pas le même travail que si on est dans le contrôle et qu'on a verrouillé cet afflux d'énergie. Ok ? Et donc, ça va être toujours une balance entre le lâcher-prise et se laisser faire par l'énergie dans son corps, se laisser faire par ce feu, et puis guider suffisamment pour trouver l'équilibre qui est toujours remis en jeu. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, cette harmonisation des polarités, c'est une autre gageure, c'est un autre défi. Voilà. Alors, dans ces deux polarités, j'ai déjà parlé de cette voix qui s'intériorise et cette voix qui se projette. Et c'est vrai que la plupart des gens, ils veulent faire sortir la voix. Et en fait, ils veulent faire sortir la voix alors qu'ils ne sont pas dans leur corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce mouvement-là. On parle d'ailleurs de projeter le son en chant. Mais en fait, si on est dans ce sens de projection du son d'emblée, pour la plupart des gens, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de cas, le son va pas rentrer dans le corps et il va pas suffisamment sonner dans le corps. Donc, c'est pour ça il y a ce sens d'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, quand la voix est bien à l'intérieur, eh bien, on va essayer de la projeter, et non pas seulement de la projeter en avant, mais de la projeter tout autour. Oh, oui. Donc il y a ces deux sens contradictoires, tu vois ? C'est ça. Voilà. Alors, et ils sont nécessaires, parce que laisser la voix à l'intérieur, ça risque de faire une voix qui soit trop sourde, tu vois ? Donc il faut trouver l'équilibre, et cet équilibre, il est remis en jeu sur chacune des notes de la gamme, puisque l'affaire avec retrouver cet équilibre avec des notes plus aiguës, c'est pas la même chose qu'avec des notes plus graves. Donc il y a cette exigence de centrage. Voilà. C'est par le centrage et par la maîtrise de son énergie qu'on arrive à cette harmonisation des contraires. Et c'est ça, en fait, qui, comme tu l'as bien dit, amène à l'unité, en fait. Oui, cette balance, cette recherche d'équilibre, quand on est sur le tapis, c'est vraiment constamment et pour tout. C'est vraiment autant l'équilibre dans le souffle, l'inspire, l'expire, mais dans l'ouverture intérieure aussi, le son, pas trop, mais suffisamment. Enfin, tout est une question de vraiment de dosage, d'équilibre, finalement assez fin en fait. On arrive à un réglage extrêmement fin, aussi entre la densité qu'on ressent de plus en plus et la subtilité. Enfin, et comme tu le dis, entre effectivement ce retour intérieur à soi, d'être dans vraiment cette présence à soi, et en même temps quelque part de dépasser en fait ces frontières-là pour vraiment être voilà, non plus seulement en verticalité, mais que dans tous les sens de son corps, de son être, en fait, on se sent en expansion, en fait. Et donc justement, précisément, ces moments où on touche à ça, à ces moments d'unification, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus dans ce dosage très très fin, très subtil qui y a à opérer pour toucher à ça et je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose de plus? Oui, ça me fait rebondir ce que tu as employé le mot d'expansion. Et ça, c'est une autre polarité d'énergie. C'est-à-dire que le contraire, ce serait la concentration. Concentration, expansion. Bon, il y a cet équilibrage d'énergie aussi à avoir parce que en fait, toute la voie s'organise. Tu as parlé de verticalité, mais d'abord, la notion première, c'est le centre.
Et donc ce centre, c'est au niveau du hara, c'est pas dans les cordes vocales que ça se situe, mais c'est bien ici. Et donc il y a être concentré, c'est être dans son centre, avec son centre. Donc ça nécessite que l'énergie, quelque part, elle est condensée ici, elle est concentrée ici. C'est-à-dire que il y a une direction d'énergie centripète. Tu vois, on retrouve cette dimension d'intériorité de la voix, on le trouve aussi dans la gestion du centre de l'énergie. Et donc, on va aller ramasser cette énergie au niveau du hara, et en même temps, ici, il va pas seulement y avoir de la concentration, il va aussi y avoir expansion et ouverture. Ce qui fait que dans la posture physique, par exemple, tu as une forte concentration, c'est le cas de le dire, au centre, mais en même temps, cette ouverture. Sinon, tu te recentres et tu te refermes. Tu vois, et cette ouverture, elle est nécessaire, notamment aussi pour toucher la verticalité. Donc, cet élément de structuration. Donc, tu vois, on a cette dimension de concentration, expansion. C'est une autre polarité à trouver aussi. Ça. Et puis, dans les structures musculaires, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est toujours un accordage entre différents muscles. Et souvent, les gens sollicitent trop tel ou tel muscle. Okay, c'est toujours un réglage très très fin en fait. Par exemple, il y a le diaphragme qui est le principal muscle inspirateur, et en fait c'est le partenaire des transverses. Donc en fait, ils fonctionnent les deux, et il y a une espèce de poussée et de contre-poussée entre les différentes structures musculaires qui maintiennent une tension juste, en fait une pression, qui fait que ça va mobiliser la pression nécessaire pour que le son équilibré aussi soit émis. Donc tu vois, on retrouve aussi cet équilibre de polarité, j'allais dire sur un plan mécanique. Absolument, en fait. Oui. Et du coup, à t'entendre, est-ce qu'on pourrait dire que ces moments où, en tout cas, moi j'ai pu avoir l'impression de ne plus chanter, mais d'être chanté, en fait, que le son finalement me traverse, d'être traversé par le son, est-ce que finalement ces moments-là, c'est les moments où on embrasse, où on accepte, où c'est les deux polarités, qu'elles soient mécaniques, que tu parles de muscles, hein, mais qu'elles soient énergétiques dans la posture, dans l'étirement, qu'elles soient dans le dosage de l'énergie de l'émission sonore. En fait, c'est la juste tension de tous ces paramètres-là qui va faire qu'à un moment donné, on est traversé par le son. Oui, alors c'est une autre polarité de toucher ça, c'est-à-dire que c'est à la fois la polarité méditation et action. C'est-à-dire action, mais dans un état de non-agir. Et c'est ça qui différencie du contrôle, c'est-à-dire que dans le contrôle, on va tout contrôler, on va faire. Et pour toucher cet équilibre, effectivement, il y a une partie de nous qui doit se laisser faire. Ouais, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, c'est pas du laisser-aller. C'est-à-dire que le laisser aller, l'énergie irait dans tous les sens et il y aurait aucune structuration. Ça demande une disponibilité, c'est-à-dire en même temps une vigilance, et en même temps suffisamment être relâché pour s'abandonner à quelque chose. Tu vois, là aussi on retrouve les contraires. Tu vois, en même temps une maîtrise et une forme de, une maîtrise avec un abandon. Donc effectivement, il y a encore cette polarité-là entre les deux. Et être chanté, se laisser chanter, c'est à la fois toucher cette disponibilité où on est toute perception, et dans cette toute perception, on peut aussi s'abandonner. C'est ça. Voilà. Et là, il y a un acte qui se fait dans du non-agir. Et il y a quelque chose qui se structure tout seul. Oui. Voilà. Ça, c'est potentiellement, c'est des moments d'unité. On peut dire aussi des moments de grâce. Que tu touches d'ailleurs très très bien dans la pratique. Voilà. Mais c'est important de comprendre qu'on peut pas avoir ça d'emblée, alors que c'est le rêve de beaucoup qui veulent chanter. Et donc il y a cette espèce de cette appropriation déjà de jet d'énergie qu'on va apprendre à s'approprier. C'est vraiment l'énergie du bébé qui va justement un peu dans tous les sens et qu'on essaie de maîtriser et de structurer. Voilà. Il y a une autre polarité, c'est ouverture, l'énergie et la structuration. Trop de structuration, ça devient raide, ok. Trop d'énergie, ça tient plus.
Okay. Tu trouves cette polarité dans le son aussi. On a parlé d'intériorité et d'extériorité, de projection. Mais c'est une notion qui approche un peu. Dans le son, il y a un jet, il y a une saillie, et en même temps, il y a une enveloppe. Tu vois, il y a toujours un côté masculin et un côté plus féminin. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Ce qui fait que après, il va y avoir le bon tonus. Et en fait, c'est pas une voix détendue qu'on recherche. C'est une voix avec la tension juste. Voilà. Et donc, si tu prends une corde pour qu'elle sonne, il faut qu'elle soit tendue. Si elle est trop tendue, elle va sonner trop haut. Si elle est pas assez tendue, elle va sonner trop grave. Donc voilà, il faut trouver la tension juste. Et cette tension, elle est remise en cause sur chaque note. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et une autre particularité qu'on peut trouver, c'est un mariage des sons aigus et des sons graves, c'est-à-dire des harmoniques. Et donc sur chaque son, il va falloir trouver le bon mariage, le bon alliage entre la dose d'aigu et la dose de grave. Parce que dans un son, il y a le hauteur de son qu'on entend, mais il y a ce qu'on appelle les harmoniques, et ça on les entendrait par résonance. Et donc en fait, c'est un mélange qui fait que si je chante la même note, je peux la chanter de la même manière. J'aurais l'impression que la deuxième serait plus grave, tout simplement parce que j'aurais mis plus d'harmoniques graves. Voilà. Et ça, c'est un réglage aussi à faire pour trouver non pas la bonne hauteur de son, mais le son juste. Voilà. On cherche pas la bonne hauteur de son, on cherche d'abord le son juste. Et dans un premier temps, il peut arriver qu'on chante complètement faux. Donc c'est pour ça que les débutants ont toute leur place au final, mais qu'on touche le bon son. Et après, il va falloir toucher et le bon son et la bonne hauteur avec la bonne richesse de son. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'est d'aller au-delà, effectivement, du son grave ou aigu, mais à chaque note, c'est de trouver le bon alliage, le bon mariage des graves et des aigus à l'intérieur d'une même note, en fait. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est vraiment une histoire d'unité. C'est-à-dire que des fois, dans l'art, pour des raisons d'effet, on va privilégier telle sonorité. Mais le souffle-voix, c'est d'abord la recherche de l'unité d'un instrument. C'est ça. Voilà. Et autour de ça, tu peux faire des variations. Mais le quitter trop, et tu quittes l'authenticité de ta voix. Voilà, c'est ça. Il y a un alliage qui doit être respecté. Il y a un mariage qui doit être respecté pour trouver une unité qui te corresponde. Là, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que finalement le souffle-voix nous permet d'être réellement un instrument, de s'accorder en tant qu'instrument vibratoire, en tant que dans ce corps qu'on a chacun, de vraiment réveiller cette authenticité de notre son propre en fait. Oui, c'est exactement comme l'accord d'un piano. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que si tu ouvres un piano mécanique, sur la plupart des notes, tu auras 3 cordes, tu n'en auras pas qu'une. Ah bon? Parfois, je crois que sur les notes aiguës, tu n'en as que 2. C'est-à-dire que le marteau, quand tu joues une note, va frapper 3 cordes. Et tu en as une qui est à la bonne hauteur, et les 2 autres qui sont à peine plus graves ou à peine plus aiguës, parce que ça va donner une enveloppe sonore. Si tu veux, ça va donner une sonorité différente. Et les accordeurs, c'est ça aussi qu'ils cherchent, c'est-à-dire c'est la sonorité d'un piano. Nous, on cherche d'abord la sonorité d'un instrument, son enveloppe, la bonne richesse de son. C'est exactement la même chose. Tu parles d'accord, en fait, le souffle et voix, c'est accorder l'instrument. D'abord, accordons l'instrument, ensuite on pourra chanter. Voilà.